Vous m'entendez? Je pense sans penser la voix. Bien, bonsoir donc, à toutes et toutes. Vous avez vu qu'on était dans une installation un peu particulière. Hein. Je salue Sonia Dubourg-Lavrov donc, de la mairie. Bien entendu, je salue également Gwenaël qui, dans un moment un peu compliqué, parce que demain on a une autre opération, qui est aussi donc, la conférence des 8 eurodéputés à monter donc, avec l'équipe, avec Anne-Cécile et avec nos deux jeunes amies donc, italiennes, Amalia et Theros, notre amie grecque, donc cette soirée. Alors, comme vous avez vu, elle va être un peu particulière puisque malheureusement, Dritan Tola, donc l'ambassadeur d'Albanie, et c'était pas prévu, sinon pour des raisons personnelles, il va vous l'expliquer, a dû repartir d'urgence donc, cet après-midi donc, à Tirana. Alors, l'idée qui a été la nôtre est de lui permettre quand même de s'exprimer, parce qu'il souhaitait donc, venir donc, à Bordeaux, et d'être vraiment la première composante d'un ensemble que je vais essayer d'introduire donc, tout à l'heure, puisque ce n'est qu'une partie d'une série de conférences que nous allons tenir sur ce thème donc, des frontières donc, de l'Europe, avec une idée qui était relativement simple, c'est que ce sujet est un sujet qui était d'actualité dans les années 50, était d'actualité il y a encore 10 ans, et ça va rester un sujet essentiel pour le débat qui sera celui, nous l'espérons, des élections donc, européennes à venir. Alors, la Maison de l'Europe a prévu plusieurs conférences sur le sujet, celle de ce soir. Il y en aura une autre donc, le 14 octobre, 2 déjà en octobre, puis il y en aura toute une série. L'idée que nous avons, c'est de prendre de grands thèmes qui ne sont pas forcément ceux que vous lisez dans l'actualité un peu passionnée, un peu pulsionnelle, que l'on retrouve dans les journaux sur l'Europe, mais au contraire de prendre des grands sujets et de permettre à certains experts de s'exprimer. Alors, je n'inventerai rien en vous disant que ce sujet donc, des frontières de l'Europe est un sujet politique donc, en lui-même, puisque ne serait-ce qu'au-delà du Bosphore, qui est une des grandes questions de délimitation, nous avons le sujet donc, de la Turquie et d'un ensemble à la fois démographique, économique et géographique qui pose un certain nombre donc, de problèmes. Alors, on a souhaité commencer par un intervenant balkanique, pour 3 raisons. La première, elle est assez simple. Je pense que si vous êtes ici dans cette maison de l'Europe, dont la devise est unie dans la diversité, c'est que vous savez que l'Europe est un concept, avant peut-être d'être une réalité géographique, qui a commencé donc, sous l'Antiquité dans les Balkans. L'Europe, donc, c'était pas simplement donc, cette naïade qui avait été enlevée donc, par Zeus, que c'était au démarrage, donc un ensemble territorial qui était la Grèce dite occidentale par rapport à la Grèce orientale, et je parle sous le contrôle de notre jeune grec. Donc bien entendu, le concept d'Europe sans les Balkans n'existerait pas. Deuxième élément, vous ne le savez que trop, la construction donc, européenne donc, dans les années 50 a été la construction communautaire, mais même la construction du Conseil de l'Europe a été d'abord indirectement le fruit de 2 grands conflits donc, mondiaux, qui étaient d'abord donc, des grandes guerres européennes, et comme vous le savez, donc, les Balkans ont été le lieu où se sont focalisés, notamment pour la Première Guerre mondiale, beaucoup de conflits d'États, et en grande partie donc, des problèmes liés à une appréciation des frontières un peu différente. L'État nous en dira quelques mots. La vision de la Serbie n'était pas celle donc, de l'Empire austro-hongrois avant la guerre de 14, comme après la guerre de 14 et après la guerre donc, de 45, la vision de l'Albanie n'était pas celle de la nouvelle Yougoslavie. Troisième élément, pourquoi commencer par les Balkans? Pour une donnée beaucoup plus récente que vous connaissez, ben, c'est que l'Europe, et j'y reviendrai tout de suite, l'Europe c'est là où on a créé le concept de frontière. On l'a créé en créant les nations, ce qui ne veut pas dire qu'il n'en existait pas avant, j'y reviendrai, mais c'est aussi là que se sont créées le plus de frontières depuis maintenant 25 ans. Alors c'est un peu un paradoxe, puisque la construction donc, de l'Union européenne, a priori, c'est pour faire passer un ensemble territorial sans frontières. Et quand on constate ce qui s'est passé donc, depuis 20 ans,
ben, on constate qu'il n'y a jamais eu autant de frontières. C'est dû en particulier à la brisure de deux grands ensembles. L'ensemble qui était celui donc, de la Yougoslavie, hein, qui a donné lieu à la création des États que l'on connaît bien maintenant, hein, la Croatie, la Slovénie, la Bosnie, la Macédoine, et puis plus récemment donc, le Monténégro et le Kosovo, dont nous avons reçu il y a peu de temps l'ambassadeur. Et puis, à côté donc, de cet ensemble yougoslave, il y a eu l'ensemble lié à l'Union soviétique, avec la création d'autres États européens qui nous tiennent aussi à cœur, dont on a souvent parlé dans cette maison, ceux du Caucase, la Géorgie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, et puis ceux de la frontière orientale, l'Ukraine, donc la Biélorussie. Et puis, dernier point, on oublie toujours, deux grands États maintenant de l'Union européenne qui ont été un bel exemple de rupture sans trop de difficultés, qui ont été la République tchèque et la Slovaquie, en sachant que malheureusement la création de frontières dans les autres ensembles, ceux sortis de l'Union soviétique et ceux sortis de la Yougoslavie, sont liés à des conflits, ceux des années 90 pour la Yougoslavie et dans les années 2000, donc pour notamment la Géorgie. Alors, conclusion de tout ça, on ne peut pas, c'est ce qu'on a considéré ici à la Maison de l'Europe, ne pas commencer donc, par les Balkans. D'une certaine manière, c'est fondé l'Europe, là où se sont fondés aussi beaucoup de conflits, et où là, finalement, où la notion même de frontière a pris son réelle importance avec ce paradoxe européen, que plus on avance dans la construction communautaire, plus on veut dire non aux frontières, et en fait, on voit bien dans les dernières créations, puisque l'indépendance du Monténégro qui a donné lieu à des frontières, c'est 2006. L'indépendance du Kosovo, c'est encore plus récent, c'est 2008. Et cet été, si certains d'entre vous qui avaient suivi peut-être la conférence qu'on avait consacrée à la Croatie l'an dernier, sont allés en Croatie, ils ont eu la surprise de découvrir des postes frontières tout neufs, tout brillants, tout bleus, donc avec la frontière entre la partie qui n'est pas dans l'Union européenne, en particulier la Bosnie, avec cet aspect un peu bizarroïde qu'il y a une toute petite enclave dont nous avait parlé l'année dernière l'ambassadeur, qui est une enclave bosniaque dans la Croatie, et à 15 km vous avez deux magnifiques postes frontières. Donc plus que jamais, les frontières sont une actualité dans l'Europe. Alors, l'ambassadeur Tola vous en parlera tout à l'heure pour les Balkans. Il fait référence à des travaux récents, puisque si nous avons choisi ce sujet, c'est aussi parce que c'est un sujet de débat, de polémique. Je vous renvoie au livre récent de Régis Debray, qui affirme que justement la modernité européenne passe par les frontières. Alors, bien entendu, c'est à mettre en relation avec ce qui peut se passer parfois ailleurs, sur les continents. Je pense à trois choses. La première, c'est que nous avons de plus en plus d'enfermement dans des murs. Alors, vous connaissez la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Vous savez malheureusement ce qui se passe entre l'entité entre Israël et l'autorité palestinienne. Et puis, je voulais terminer par l'Europe, puisque vous savez qu'il reste encore un mur actif. C'est celui qui sépare un des États clés, quand même, de l'Union européenne, c'est Chypre. Donc, que l'on soit en Europe ou ailleurs, la fermeture, qui est une fermeture qui correspond soit à des conflits anciens, soit à une volonté de se séparer de l'extérieur, c'est totalement d'actualité. Alors c'est d'autant plus bizarre, je vous ai dit, que c'était paradoxal, compte tenu du fait que l'Union veut se construire aussi avec la remise en cause des frontières. Alors c'est probablement paradoxal par rapport à l'histoire même du concept de frontière, qui est un concept qui s'est mis en place de manière très européenne, alors même que, comme vous le savez, quel était l'État qui probablement s'est d'abord pensé enclos par rapport au reste du monde, c'était la Chine, à la fois dans la manière qu'elle avait de se représenter elle-même, et bien entendu aussi dans la manière dont elle a eu de se construire, ce qui reste aujourd'hui le plus beau symbole de la frontière quand on est bien entendu dans l'espace, qui reste la Grande Muraille de Chine. Mais c'est quand même l'Europe qui a construit le concept. Alors, il y a des polémiques, comme vous le savez. Je vous renvoie aux travaux pour les historiens ici de Lucien Febvre sur l'émergence de la nation au XIIe, XIIIe siècle, et avec l'idée que
l'idée de frontière, et ensuite le concept de frontière s'est construit sur l'affirmation donc, de nations qui émergeaient, l'Angleterre, la France, le XIIIe, vous connaissez ça très bien. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce concept donc, qui émerge à la fin du Moyen-Âge est bien entendu en plein succès à deux périodes essentielles, au XVIIe et au XVIIIe siècle. Au XVIIe, parce que va être créée, bien entendu, cette Europe particulière qui est l'Europe des États westphaliens, et cette représentation donc, de la fermeture des différents États européens. Et deuxième élément, le plus important, bien entendu, à la fin du XVIIIe siècle, le démarrage du concept de frontière naturelle, une conception qui est vraie, sur 226 000 km de frontières qu'il y a dans le monde. La majorité sont des frontières naturelles. Et puis il y en a, et c'est souvent celles qui posent le plus de problèmes, qui ne sont pas des frontières naturelles. Prenez la frontière entre la Belgique et la France, on dit très simple. Pour parler donc avec Amalia, la frontière entre la Suisse et l'Italie, c'est des frontières qui ne sont pas forcément marquées naturellement, qui sont donc assez complexes. Très souvent, on se rend compte que ces frontières qui ne sont pas nettes marquées naturellement ont été celles qui ont posé le plus de problèmes. Rappelez-vous aussi pendant des années la difficulté entre la France et la Belgique, ou la France et l'Espagne, quand l'Espagne était présente donc, en Belgique, sur cette grande plaine donc, du Nord. Et si vous allez un petit peu plus loin vers l'Est, quand vous allez donc vers les frontières entre la Russie et l'Ukraine, par exemple, vous avez là aussi difficulté à trouver des bornes naturelles et donc beaucoup de contestations. Alors, l'Europe a été aussi donc, très attachée donc, à mettre un corpus juridique autour de l'idée de la frontière, et bien entendu, c'est un des éléments essentiels aujourd'hui du droit international que celui donc, de la séparation des souverainetés donc, par des frontières. C'est très vrai également donc, en Europe, c'est probablement plus vrai ailleurs qu'ailleurs. Et c'est à mettre en relation avec quelque chose qui est très simple, c'est que quand on est, et je pense que la prochaine conférence va être faite par un Brésilien, quand on est dans un État donc, qui a encore une partie de son territoire à mettre en valeur, à conquérir, nous avons un rapport à l'espace qui est un peu différent que l'Europe, qui est le plus petit donc, des continents, et où la conquête donc, de l'espace a été quand même faite beaucoup plus tôt. En tout cas, elle se termine au XIIIe, XIVe siècle, quand les pays baltes donc, se christianisent. On a souvent eu l'occasion d'en parler ici donc, dans cette maison d'Europe avec les représentants notamment donc, de l'Estonie ou de la Lettonie. Et par rapport donc, à l'Europe, ailleurs, effectivement, le concept de frontière était moins strict. Prenez l'expression anglaise de frontière, rappelez-vous de ce qui se passait donc, aux États-Unis à la fin donc, du XIXe siècle, quand l'expression frontière correspondait en fait à une volonté de faire avancer le territoire et non pas de le délimiter. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a été habitué quand même en Europe à avoir une vision un peu différente de ce concept d'extension, et qui était un concept très vague, puisque pendant très longtemps le concept de frontière correspondait à des zones territoriales et pas une délimitation par un mur. Vous en avez un exemple antique très important avec le fameux limes, qui est quand même une composante, le limes qui séparait l'Empire romain du monde donc, germanique ou du monde donc, entre guillemets asiatique au nord de la Roumanie, qui était là aussi une volonté de séparer par des territoires qui sont donc des territoires qu'on peut qualifier de transitoires. Et il y a beaucoup de noms d'ailleurs en Europe qui sont restés donc liés à cette vision d'une séparation entre les États qui ne soit pas stricte, mais qui soit au contraire donc, englobée donc, dans des espaces. Prenez par exemple l'Ukraine. L'Ukraine, ça veut dire les confins. C'était les confins donc, d'un empire. Prenez les militaires Grenze donc, de l'empire austro-hongrois, qui était à la limite aujourd'hui entre la Serbie et la Bosnie. C'était aussi, ça veut dire, des confins. Prenez les Krajina, dont nous avait parlé M. Derins l'année dernière pour la Yougoslavie, les fameuses Krajina, qui étaient ces territoires en 1990 qui se sont soulevés contre la Croatie, ça veut dire aussi les confins. C'est-à-dire que l'Europe au XVIIIe siècle a transformé ce qui était une réalité donc, mondiale, d'avoir une séparation donc, entre les États qui se faisait par des zones de transition plus ou moins bien fixées. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est le bornage. Et en quoi donc, le bornage a-t-il été influencé par l'histoire de l'Europe? Tout simplement que nous sommes aussi le continent où les États-nations ont été les plus importants et où la limitation donc, entre les États-nations au XVIIIe siècle est devenue une obsession
Rappelez-vous de cette fameuse Europe des traités, de cette Europe donc westphalienne qui limitait donc les territoires des différents donc États à l'époque qui n'étaient pas encore nations, que la Révolution allait bien entendu faire naître comme des États-nations où il fallait avoir, comme l'a décrit très bien un géopoliticien au XIXe siècle, qui s'appelait Friedrich Ratzel, celui qui a créé la Ligue pangermaniste, en disant qu'il fallait que les États aient un sens de l'espace. Et le sens de l'espace, c'était aussi le sens de la délimitation. Et donc l'Europe a été très marquée par cette vision de l'État, et donc sur une frontière qu'on peut qualifier de géopolitique. Alors, ce qu'on va essayer, j'espère, pendant toutes ces conférences, c'est de sortir de cette vision très à la fois 14e siècle et très 19e siècle, et pas simplement celle de zone de transition, n'est pas simplement non plus celle d'une délimitation qui peut avoir évolué à partir du 19e siècle, mais aussi une série d'interrogations qui peuvent demeurer encore aujourd'hui. Parce que, comme l'a dit très bien un géographe qui s'appelait Ansel, à la fin des années 30, quand il a écrit sa géographie des frontières, qui est un des textes fondamentaux, à mon sens, un des textes fondamentaux sur les frontières de l'Europe, nous avons, dit-il, affaire à des isobars avec les frontières. Alors, ça veut dire quoi sur des isobars? Ça veut dire que ça se gonfle un petit peu, comme aujourd'hui, quand il fait un temps un peu terrifiant de dépression, puis ça peut aussi se rabaisser. Donc il considérait un peu comme Ratzel que les États européens étaient des formes vivantes. Et ce que va vous dire Britann est un peu similaire à ça, c'est-à-dire que dans les Balkans, on a probablement eu tellement de problèmes de frontières, notamment depuis les années 90, mais encore aujourd'hui. Regardez les difficultés que vous a expliqué l'ambassadeur du Kosovo avec la Serbie. On a encore cette vision des frontières un peu isobare, un peu vivante, et ça reste une préoccupation très importante. Alors, c'est à mettre en relation avec autre chose, et je terminerai un petit peu cette introduction avec ça. L'Europe n'est pas simplement le lieu où s'expriment peut-être le mieux les difficultés de frontières liées à cette construction d'États qui veulent se délimiter. Elle est aussi le continent où on régule les problèmes de frontières. Et même si la Cour internationale de La Haye est une cour, comme elle se dit, internationale, elle est installée au cœur du continent européen. Et il lui arrive, heureusement ou malheureusement, de traiter beaucoup de problèmes de frontières, encore aujourd'hui, entre États européens. Un dernier exemple en date, il ne vous en parle pas, mais on en avait parlé quand on avait fait la Croatie. Un des derniers grands conflits qui a été réglé à la Cour internationale, c'est la délimitation importante pour les deux pays, entre la Slovénie et la Croatie, sur leurs frontières, et leur accès à l'espace maritime. Alors la Croatie et la Slovénie, comme vous savez, ne se sont pas fait la guerre. Ils ont réussi à régler leurs problèmes par le passage à la Cour internationale de La Haye. Et vous savez comme moi que ça n'a pas été toujours le cas ces dernières années. Pour parler des 10 dernières années, je citais tout à l'heure la guerre qu'il y a eu entre la Russie et la Géorgie en 2008, la guerre dite des 3 jours, et qui était aussi beaucoup liée à des délimitations de territoire à l'intérieur de cette Géorgie. Rappelez-vous, la guerre pour l'Ossétie du Sud, et puis la guerre de l'autre côté pour l'Abkhazie, 2 territoires à l'intérieur de la Géorgie qui voulaient être délimités. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, ces territoires ont voulu marquer leurs frontières, ils se sont déclarés indépendants en 2008, et vous savez que dans le monde, il n'y a eu que 2-3 États qui ont reconnu leur indépendance. Ça veut dire donc que le problème des frontières est encore un problème même d'actualité chaude, en particulier en Géorgie. Et la Géorgie, ça me permet de faire la boucle avec ce que nous souhaitons aussi montrer pendant ces conférences, c'est que le problème des frontières en Europe est bien entendu aussi le problème des frontières de l'Europe. Et de savoir aujourd'hui jusqu'où peut-on considérer que le continent européen est séparé, alors que géographiquement parlant, comme vous savez, nous avons affaire à une péninsule par rapport à un ensemble euro-asiatique. Et cette question des frontières de l'Europe est une question qui a fait beaucoup écrire depuis, je dirais maintenant 20 ans, mais souvent même avant, mais pas au XIXe siècle. On a ce paradoxe de voir qu'au XIXe siècle, où les États européens ont beaucoup écrit sur les frontières de l'Asie, ils ont beaucoup écrit aussi
sur les frontières de l'Afrique, puisqu'ils étaient en train d'essayer de conquérir donc, un espace colonial, et il y a eu peu d'écrits sur les frontières elles-mêmes de l'Europe. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'à l'époque, c'était ce qui importait, c'était d'abord la frontière des empires ou les frontières des États. Alors, la question des frontières de l'Europe, comme vous le savez, elle est devenue une question importante avec l'élargissement de l'Union européenne. Cet élargissement qui continue. Hein, cette année, c'était la Croatie qui est rentrée au 1er juillet 2013, et nous avons toute une série d'États qui sont candidats pour rentrer dans la Macédoine, et dont on a entendu, comme vous le savez, depuis plus de 50 ans, la Turquie. Et donc cette question des frontières de l'Europe est une question qui continue à poser d'énormes problèmes. J'en citerai que deux. Hein. Il y a d'abord la frontière maritime. On a encore hier ce qui s'est passé en Italie avec le drame donc, lié donc, à l'immigration sur ces frontières donc, sud. Et puis du côté donc, des frontières est de l'Europe, comme vous savez, la difficulté à pouvoir donc, établir des relations à peu près claires avec un État qui n'est pas un État totalement démocratique, c'est moins qu'on puisse dire, comme la Biélorussie. Et puis, bien entendu, la question la plus importante, je renvoie à l'ouvrage du prix Nobel de littérature Orhan Pamuk sur Istanbul, pour savoir si cette frontière du Bosphore, hein, à l'intérieur de la Turquie, est une frontière réelle, ou c'est simplement donc, une reconstruction historique liée à l'histoire particulière de cette capitale qui était la deuxième Rome. Dernier point, bien entendu, la question la plus importante des frontières, elle est sur le sud, mais elle est sur l'est, et c'est bien entendu la question de la frontière avec la Russie. Et je voudrais terminer donc cette introduction par cette frontière avec la Russie, parce qu'elle résume énormément de choses concernant donc, ce sujet des frontières dans l'Europe. Premièrement, comme vous le savez, c'est la Russie qui a défini les frontières de l'Europe. Ce sont des géographes donc, début du XVIIIe siècle, particulièrement 1720, qui, pour Pierre le Grand, ont décidé de... je vous rappelle qu'à l'époque, la Russie voulait s'étendre vers l'ouest, donc elle voulait absolument prétendre à une européanité. Et pour prétendre à une européanité, il fallait donc montrer que les frontières de l'Europe, ça passait non pas à l'ouest de la Russie, mais quelque part à l'est. Alors, vous le savez tous, il y a une frontière naturelle qui a été décidée, qui ne correspond pas à grand-chose. Hein. Quand vous êtes donc sur l'Oural, puisque c'est l'Oural dont il est question, c'est une montagne donc relativement peu élevée. Et pour ceux qui ont déjà été en Russie et qui sont passés de l'autre côté de l'Oural, quand ils sont donc même à Novosibirsk, ils se rendent compte qu'ils sont quand même plus dans une civilisation européenne, même s'ils sont au cœur donc, de la Sibérie. Donc c'est une frontière naturelle qui a été choisie en 1720, et qui pose le problème actuel, qui est que la représentation des frontières de l'Europe est souvent beaucoup plus pensée en dehors de l'Europe que dans l'Europe elle-même. C'est pour ça qu'on va faire appel à un Brésilien, comme on aurait pu faire appel à un Russe ou un Américain. Alors pour les Américains, c'est assez clair, l'Europe, c'est tout sauf la Russie. Alors que pour les Russes, je caricature un peu, mais c'est un peu ça, c'est tous les États qui aujourd'hui sont dans le Conseil de l'Europe et qui ne sont pas la Russie. La vision des Russes est un peu différente, c'est qu'ils y sont, simplement ils sont aussi asiatiques. Et je vous rappelle qu'il y a eu 3 conceptions de l'Europe qui se sont succédées donc en Russie. La première qui était de dire que la Russie en était une part importante, hein, d'où la création de Saint-Pétersbourg. Et une autre qui a dit, non, on est dans une identité russe complètement différente. Hein, c'est d'abord un monde orthodoxe, donc un monde qui s'est défini par une identité propre. Et puis il y a eu une troisième vision qui était tout simplement, qui a été très prégnante au début de l'Union soviétique, qui est de dire, non, quand la Russie est devenue communiste, elle ne pouvait pas être comme les autres, donc elle ne pouvait plus être européenne, donc elle était asiatique. Et c'est une conception qui a donné lieu à des théories géopolitiques qui ont eu leur importance, notamment vis-à-vis de l'Asie centrale, de l'Asie du Sud, quand il y a eu notamment la guerre d'Afghanistan, la première des Russes, pour descendre vers l'océan Indien. Donc tout démarre un petit peu avec la Russie, et tout aujourd'hui s'achève aussi un petit peu avec la Russie. Parce que le grand problème, ou le grand dossier des frontières du continent européen, c'est celui de la relation avec ce qu'on appelle le voisinage. Et comme vous le savez, il y a des instruments, il y a des outils qui ont été mis en place par l'Union européenne pour éviter justement de se dire qu'on ne faisait plus qu'un élargissement extrêmement important. Et il y a une relation à part, c'est normal pour un État de 140 millions d'habitants, hein, alors que l'Union est à 500, avec donc la Russie, et donc on a une relation à part donc avec la Russie. Dernier point sur cette politique de voisinage de l'Union européenne, elle résume beaucoup de choses.
Elle résume que désormais, la question des frontières n'est plus apparemment politiquement pour les responsables. On le verra demain quand une des questions pourra peut-être être posée donc, aux eurodéputés que nous recevons avec le mouvement européen, savoir si ça continue à être une dimension importante. On peut, je l'espère, le supposer, parce que cette politique de voisinage, c'est d'abord la réponse à ce qui s'est passé au sud de la Méditerranée, avec les révolutions qui se sont passées donc, dans les différents États depuis 2011, puis c'est aussi une réponse aux autres révolutions, entre guillemets, démocratiques, qui ont pu aussi se passer à l'Est. On sait aujourd'hui les difficultés du régime ukrainien pour pouvoir maintenir cette démocratie après la révolution de 2005. On sait aussi les difficultés donc, en Géorgie. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que l'Europe est en train d'essayer de jouer sur les deux tableaux, qui ont toujours été celles de son histoire, donc des frontières, c'est ce que je voulais dire dans cette introduction. Celle à la fois d'énormes délimitations avec des politiques d'État, ça fait partie de l'histoire d'Europe, donc ces États qui veulent se délimiter leurs problèmes, et puis de l'autre côté, celle de devenir une entité en elle-même face au reste du monde. Alors, particulièrement avec ses voisins, le voisin Asie, avec la Turquie, on ne le voit malheureusement plus trop, l'importance que cela a à ce moment avec le conflit syrien, et puis donc le conflit pacifique, mais non moins compliqué. On l'a vu lors de la dernière réunion entre le président Obama et puis le président Poutine, sur le rôle exact de la Russie dans cette Europe qu'elle a fondée en termes donc d'espace. Donc voilà un petit peu tout ce que... vous voyez que le sujet est extrêmement riche. Ce n'est pas simplement un sujet, doit-on ou non élargir à la Bosnie ou au Kosovo. C'est pas non plus un sujet qui est de dire les Russes, il faut les exclure. C'est pas non plus le sujet de savoir si aujourd'hui, comme le disent souvent aujourd'hui les spécialistes donc, de l'Europe aux États-Unis, qui est de dire qu'en fait on essaye par la construction communautaire d'aller jusqu'aux frontières du Conseil de l'Europe, et que c'est dangereux. Parce que comme vous le savez, depuis que les Russes sont entrés dans le Conseil de l'Europe, depuis que les Turcs aussi y sont, c'est donc une vision un peu particulière donc, que l'on peut continuer donc, à avoir. Et puis deuxième chose, je terminerai par là, le sujet est tellement vaste qu'aujourd'hui, il est traité différemment en fonction des secteurs. Alors, vous disiez à longueur de journaux le problème donc, des Roms et de Schengen et des frontières. Vous lisez dans les pages sport des visions des frontières de l'Europe complètement différentes. Ceux qui regardent des compétitions donc de football se rendent compte qu'on a donc une Europe avec Israël et même donc le Kazakhstan. Ceux qui suivent le basket se rendent compte qu'il y a également donc Israël et puis l'ensemble donc, des États donc du Caucase, mais pas le Kazakhstan. Bon, ça veut dire que c'est une question qui reste totalement prégnante. Et je terminerai par là. En fait, pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu de réponse. Il n'y a eu qu'une réponse qui a été donnée. Il y a eu deux réponses. En fait, il y en a eu deux. Pour savoir quelles étaient officiellement les frontières de l'Europe. La première, elle a été donnée en 1984, quand le Maroc a posé sa candidature pour entrer dans l'Union européenne. L'Union européenne a dû trouver un certain nombre donc, de raisons pour lesquelles on pouvait dire non au Maroc. Donc une réponse. Vous n'avez pas des caractères européens. Ce n'est pas très clair. Il y a une deuxième réponse, elle est venue un peu plus tard, elle est de 94-95, et c'était la réponse du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe qui a défini, alors il a défini à la fois géographiquement, bien entendu, c'est là-dessus que je voulais terminer, il l'a bien entendu défini par bien d'autres critères, des critères que Ancel, déjà dans les années 30, qualifiait de culturels, de civilisationnels, et puis bien entendu pour des autres raisons que l'on connaît, pour tout simplement, j'espère que c'est le cas pour vous qui êtes là ce soir, pour ce sentiment d'appartenance commune, cette reconnaissance que l'on peut avoir quand on est dans un autre État européen, d'appartenir à un ensemble commun, sans parler de cette fameuse maison commune, chère donc à un russe célèbre qui s'appelait Gorbatchev. Donc tout démarre, tout finit peut-être avec la Russie, c'est ce qu'on verra donc en 2050, mais en tout cas cette question donc... Monsieur le Président de la Maison de l'Europe, cher ami Antoine, Messieurs et Mesdames les élus, chers participants à la conférence des frontières de l'Europe, tout d'abord, je dois vous présenter mes humbles et profondes excuses
de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. Malheureusement, des raisons très personnelles m'ont empêché à la dernière minute. Je vous remercie aussi pour m'avoir invité à cette conférence Les frontières de l'Europe. C'est un thème doublement, sinon triplement, très intéressant pour moi. Premièrement, j'ai personnellement vécu une partie de ma vie, j'étais encore très jeune à cette époque, dans un pays, dans une Albanie totalitaire et très isolée, où le mot frontière était lourd et faisait peur. Parce que c'était les frontières territoriales qui étaient souvent barbelées et surveillées par des soldats et qu'on ne nous laissait pas franchir. Parce que c'était les frontières idéologiques qui séparaient deux mondes, celui des libertés et celui du totalitarisme. Et parce que le mot frontière pourrait être aussi la frontière entre la vie et la mort. Nombreux parmi ceux qui ont tenté de les traverser y ont péri sous le feu des armes. Deuxièmement, je ne peux pas le nier que j'ai grandi professionnellement, mais aussi ma conscience y a été nourrie dans un environnement qui était à l'antipode des frontières. Ayant travaillé, avant de prendre mon poste à Paris, pour les institutions européennes, notamment l'Union européenne, le terme frontière devenait pour moi de plus en plus insignifiant. Était-ce peut-être par désir inconscient de fuir ce monde des frontières? Et troisièmement, je viens des Balkans, et le terme Balkan est malheureusement souvent associé à la guerre et à l'impossibilité de tracer des frontières stables et acceptées par les États ou les peuples qui composent cette région. Le mot Balkan a même donné un terme négatif dans la politologie, balkanisation, qui signifie émiettement politique. On parle souvent des frontières dans nos pays balkaniques, ou quand on parle de nos pays, et on évoque si on pouvait définir des frontières plus justes et des constructions étatiques moins contestées. Il y en a qui parlent aussi de frontières idéales ou naturelles, d'autres qui parlent de la Grande Serbie, de la Grande Albanie, même de la Grande Macédoine. Personnellement, je crois, mais telle est aussi la conception dominante parmi les autorités de mon pays et de sa classe politique, ainsi que le sentiment de l'écrasante partie de notre peuple, que ces idées de frontières naturelles est une illusion. La seule frontière dont nous aimerions parler est de franchir, afin de l'intégrer évidemment, cette frontière de cette Union européenne qui, même si elle connaît parfois des jours un peu sombres, reste, à mon humble avis, l'une des plus merveilleuses créations politiques, et pas seulement, des temps modernes. L'Europe et l'intégration européenne ont joué et joueront un énorme rôle pour le peuple balkanique. Son exemple même d'espace sans frontières intérieures est un modèle pour une coopération plus accrue entre nos pays et à une préintégration au niveau régional pour les Balkans occidentaux avant l'intégration à l'Union européenne. Ceci est vrai entre Serbes et Bosniaques, entre Kosovars et Serbes, entre Monténégrins et Albanais, entre Macédoniens et Kosovars. Ceci est vrai aussi entre Albanais et Kosovars, entre l'Albanie et le Kosovo, qui sont deux États différents, mais qui, comme tous les États voisins de notre région, aspirent à intensifier leurs apports politiques, économiques, culturels, toujours dans cette optique d'intégration régionale, comme stade très important avant l'adhésion même à l'Union européenne. Le gouvernement albanais précédent, et en particulier le nouveau gouvernement qui vient d'être investi, en ont fait de la coopération régionale une priorité absolue dans la politique étrangère et celle européenne. L'Europe et l'adhésion à l'Union restent aussi une grande force motrice de réforme interne dans nos pays, qui à la fin mènent à plus de prospérité et plus de sécurité et de paix dans nos pays, mais aussi pour l'Union elle-même que nos pays aspirent à intégrer. Garder, préserver cet horizon européen pour nos peuples est vital. Il sert aussi d'instrument de pression positive dans les mains de nos populations, de nos électeurs, pour que les hommes politiques et les administrateurs dans nos pays ne déraillent pas et pour qu'ils soient à la hauteur du souhait des gens. Je profite aussi de cette occasion pour parler très brièvement de mon pays. L'Albanie est un pays à vocation européenne irréversible. Permettez-moi de le répéter, irréversible, malgré les difficultés objectives inhérentes au stade de son développement, ou bien celles liées à la volonté humaine, ou même malgré les quelques soucis relatifs à une situation régionale donnée, ou des soucis même perçus comme tels. La politique intérieure et extérieure de tous les gouvernements albanais est donc fortement ancrée
à cette vocation et à toutes les valeurs et principes fondamentaux de la famille européenne qui sont paix, démocratie, respect des droits de l'homme, prospérité, bon voisinage. Avant de prendre mes fonctions à Paris il y a quelques mois, lors des rencontres avec les autorités de la classe politique de mon pays, tous, sans aucune exception, le président de la République, le Premier ministre, le chef de l'opposition, ils m'ont confirmé leur détermination vers cette politique européenne et de bon voisinage sans faille de l'Albanie. Ils m'ont chargé d'en faire part aux autorités françaises et à tous les Français que je rencontrerai. Car, et ici vous me permettrez de citer le grand homme de lettres albanais Ismail Kadare, l'Europe reste l'état naturel de l'Albanie, son unique état d'esprit. Je ne peux que m'y souscrire pleinement. Et permettez-moi de vous assurer, cher Antoine et chers participants, que ceci est le summum des sentiments de tous les Albanais, dont un ambassadeur n'est qu'un simple, humble et objectif messager institutionnel. Pour retourner au thème de la conférence, prenez-moi pour un idéaliste ou un euro-optimiste démodé, mais je crois peu au terme frontières. Ou plutôt, je pense que les frontières, c'est nous qui les hérissons et qui les nourrissons, et par la suite, nous y croyons comme un leurre et les défendons ou les disputons, malheureusement souvent par les armes. Et, très humblement, je me permets de dire que je ne pourrais pas être d'accord avec M. Régis Debray, qui, dans son éloge des frontières, parle de la frontière comme vaccin contre l'épidémie des murs. Pour finir, permettez-moi d'évoquer ici une petite expérience personnelle. C'était en l'an 1991, l'Albanie s'ouvrait à peine et moi je venais de sortir de mon pays pour un séjour de formation en Europe. J'étais en Belgique et avec des amis européens, nous faisions une randonnée en VTT, en vélo tout-terrain, depuis Arlon, qui est une petite ville belge à la frontière avec le Luxembourg. Eh bien, en pédalant et en descendant d'une colline, je vois un panneau routier indiquant Aichen, que j'ai compris par la suite que c'était un petit village au Luxembourg. J'étais tellement impressionné, moi, jeune Albanais, qui avait eu peur même de s'approcher d'une zone frontalière, d'avoir donc traversé une frontière et d'être passé d'un état à l'autre simplement en vélo. Plus de 20 ans après, j'en reste émerveillé et ému du souvenir. Eh bien, cher Antoine et chers amis participants, je vous remercie. Je vous présente mes profondes excuses encore une fois pour mon absence aujourd'hui et je me réserve le droit de demander à toi, Antoine, et à cette honorable maison de l'Europe que tu diriges, de pouvoir participer à une prochaine rencontre dans le futur et de vous rencontrer tous et de pouvoir aussi visiter cette ville réputée de Bordeaux que je ne connais toujours pas. Cette fois-là, je n'y manquerai pas. Parole d'Albanais. Merci, au revoir à tous. De l'Europe est extrêmement importante et elle a démarré où? En Grèce. Donc je vais vous laisser maintenant, puisque je terminerai par là. Nous avons voulu aussi lancer aujourd'hui cette série de conférences, parce que nous sommes en plein milieu, je suppose que les plus jeunes ici peut-être vont en profiter, du festival indépendant international du film de Bordeaux, dont le sujet cette année ce sont les frontières de l'Europe, et dont l'État, qui est l'État vedette, c'est la Grèce. Donc la Grèce, les frontières, on s'est dit que si on voulait être totalement en phase avec ce grand événement de Bordeaux, c'était le moment de le faire. Alors, on a l'habitude aussi à la Maison de l'Europe, pas simplement dans une relation portée par un micro, mais on tient aussi à que vous participiez. Alors, on tient aussi que vous participiez, parce que ce qu'on voudrait recueillir, c'est un certain nombre de témoignages sur ce qui est pour vous. Je viens de vous donner toute une liste finalement de problématiques liées aux frontières de l'Europe, mais vous avez probablement les vôtres, parce que chacun a sa représentation de ce que peut être le sujet des frontières de l'Europe. Alors si vous avez, et j'espère que ce sera le cas, une fois qu'on aura entendu l'ambassadeur, on va changer un petit peu l'approche des choses. Bien entendu, vous pourrez poser un certain nombre de questions, mais on vous posera des questions, parce qu'on souhaiterait sur le site de la MEBA poster toute une série de petites interviews sur ce que sont les frontières de l'Europe, pour que ça puisse durer pendant toute la période où nous allons diffuser et produire un certain nombre de conférences sur le sujet. Donc, vous n'êtes pas obligé de partir tout de suite. J'espère vraiment que vous vous prêterez au jeu, c'est important, et aussi pour nous d'ailleurs, pour les sujets, parce que je viens de faire l'introduction là en essayant de résumer un certain nombre de problématiques et d'essayer d'être le plus synthétique possible, mais il y en a bien entendu beaucoup d'autres entrées. Et donc voilà, on est unis dans la diversité à la Maison de l'Europe, merci à vous d'y participer. Et avant de laisser la parole à l'ambassadeur, je vais dire deux choses. Bon, s'il a dû partir à Tirana, c'est qu'il a été frappé par
problème important donc, cette semaine. Nous avons été aussi un peu frappés et je souhaite très bon rétablissement donc, à Estelle, notre chargée de mission qui a eu un accident dans le tram il y a peu de temps. Donc, c'est comme les frontières, parfois ça bouge et ça repart et la vie tient un peu de choses. Et donc l'Europe, c'est toujours aussi ce qui fait sa beauté, cette capacité à survivre donc, en dépit des différents accidents. Et Dritan va vous parler beaucoup d'accidents parce que malheureusement les frontières dans les Balkans c'était aussi un certain nombre d'accidents. Donc merci à vous et maintenant la parole donc, à monsieur l'ambassadeur d'Albanie, Dritan Tola. Monsieur le Président. Question, mais comme vous venez de le voir, il s'est engagé à revenir. Donc nous lui donnerons bien entendu cette possibilité pour pouvoir approfondir ce qu'il vient de nous dire, qui était à la fois un moment, je crois, très, très émouvant, puisque c'était un jeune Européen, en tout cas un jeune ambassadeur européen qui nous parlait aussi un peu de lui, et puis voilà, qui a réabordé les questions particulières des frontières en Albanie. Comme vous vous en rappelez tous, l'Albanie a été l'État le plus fermé d'Europe entre 1945 et 1991, avec cette dynamique d'enfermement dont il parle. Il est cité pour Ismail Kadare, mais qui est un élément important dans la culture albanaise. Et rappelez-vous que cet enfermement n'était pas simplement un enfermement du pays par rapport au reste du monde, puisque l'Albanie d'Enver Hoxha était proche de l'Union soviétique et s'en est séparée. Après, elle était proche de la Chine, elle s'en est séparée. Elle vivait donc totalement seule et elle avait donc, comme vous le savez, des camps pour reprendre cet enfermement qui ont été parmi les pires qu'a connu l'Europe. On a l'habitude de dire en Albanie que Nelson Mandela a passé beaucoup de temps en Albanie, en prison, 27 ans. Et que un nombre de personnels politiques du début des années 90 en Albanie avait passé plus de 27 ans. Le premier président de l'Assemblée nationale en 91, au moment de la Révolution, il en avait passé 32. Donc tout ça a donné un rapport au territoire clos, comme il nous dit au démarrage, qui est probablement très particulier, qui explique pourquoi aujourd'hui l'Albanie veut vraiment cette ouverture des frontières, et pourquoi elle veut encore, et beaucoup, comme il nous l'a répété, son intégration dans cette union qui s'ouvre. Voilà. S'il y a des questions, c'est le moment, en tout cas sur cette problématique générale. Le micro va circuler. Moi, je voudrais juste féliciter la Maison de l'Europe, parce que je trouve que le moment qu'on vient de passer était absolument passionnant, aussi bien le prolégomène, comme on dit, le préambule qui a été établi par Antoine Goldberg, qui était à la fois synthétique et analytique, je dirais. Et puis la personnalité de cet ambassadeur nous plaît beaucoup, et en même temps on est un peu frustré parce qu'il paraît vraiment très bien. De ne pas le voir aujourd'hui, mais c'est une frustration réciproque. Exactement, qui est à la fois réciproque et en même temps qui trouvera sa solution quand nous le recevrons avec beaucoup de plaisir, à la fois à la Maison de l'Europe et on le recevra aussi à la mairie de Bordeaux. Voilà. Donc merci beaucoup pour ce moment albanais. Quelqu'un veut intervenir? Non? Bon, à travers une question, j'étais en Albanie 10 jours au mois de mai, donc j'ai étudié de l'Albanie. Alors je peux témoigner que les Albanais veulent être européens. Je donne un exemple devant le Parlement, enfin un bâtiment très officiel. Il y avait un décompte en heures, en minutes, en secondes pour l'Europe. Bon, je ne parle pas couramment l'albanais, même pas du tout, alors j'ai pas très bien compris, mais ça comptait le temps avant l'Europe. Enfin, et puis l'Europe est présente en Albanie. Il y a d'abord une maison de l'Europe, enfin qui peut être un peu l'ambassade. Il y a des travaux qui ont été faits de restauration dans le centre de Tirana. Il s'est trouvé que j'ai été jusqu'à la frontière de la Macédoine, et le poste frontière albanais, avant de rentrer en Macédoine, a été construit et financé par l'Europe. Il y a une belle plaque qui dit merci l'Europe d'avoir
ce poste fonctionne. Il doit y avoir aussi des routes et des autoroutes qui ont été financées par... Alors ma question est, qu'est-ce qui empêche à l'heure actuelle l'Albanie de rentrer en Europe? Où en sont, si vous le savez, si quelqu'un le sait, où en sont des débats? Deux éléments. Merci pour ce témoignage. D'ailleurs, j'ai aussi eu la chance d'aller très souvent en Albanie, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est pas uniquement parce que je crois que vous avez une bonne représentation de cette europhilie par l'ambassadeur. Je pense que c'est aujourd'hui aussi un pays à découvrir touristiquement, parce que c'est la même côte que celle que l'on connaît en Croatie et donc Monténégro, donc c'est très beau. Puis surtout tout le sud du pays, en montagne, en train de partir de Vlora jusqu'à la Grèce, c'est une montagne qui tombe sur la mer, aujourd'hui d'immenses plages. Alors, ça commence à se bétonner un peu, mais pour ceux qui veulent continuer à connaître ces belles plages donc adriatiques, c'est un bel endroit. Pour répondre à votre question, si vous avez vu l'horloge, c'est pour des questions d'accord d'association. L'Albanie a été admise comme candidate, comme d'ailleurs la Macédoine, et maintenant elle doit attendre ce qui a été décidé au niveau européen, c'est-à-dire que les prochains élargissements qui seront plus tardifs. Ce que l'on sait, c'est que ce que l'Union européenne a accepté, c'est que les États des Balkans occidentaux ont vocation à rentrer dans l'Union européenne. C'est ça le texte exact. Alors, ils ont vocation, vous savez ce que ça veut dire aussi, la Turquie aussi pouvait avoir vocation en 1963, elle n'y est toujours pas. Donc il n'y a pas de date qui a été fixée. Les dates elles correspondent à des accords particuliers dans des domaines différents, de manière à ce que les États comme l'Albanie puissent être le plus possible, le plus près possible pour récupérer tous les acquis européens qui datent depuis le traité de Rome jusqu'à aujourd'hui. Et en même temps, donc, ils bénéficient, c'est ce que vous avez vu, de beaucoup de fonds qui sont liés donc, à ce que j'ai dit, la politique de voisinage. Vous avez vu beaucoup d'autoroutes, vous avez probablement vu, vous êtes arrivé au nouvel aéroport aussi, qui est flambant neuf, et les autoroutes. Et moi, je peux vous dire que j'ai eu la chance, moi je suis géographe de formation, de découvrir l'Albanie comme en parlait Dritan, je suis à peu près de la même génération. J'ai découvert donc à la fin de la dictature, et l'aéroport. Quand vous arriviez à l'aéroport, qui était le vieil aéroport, vous voyiez un vieux MiG qui était par terre, et il n'y avait absolument rien. Pas de voiture, pas de taxi, parce qu'il n'y avait aucune voiture. Il n'y avait aucune voiture particulière, il n'y en avait que trois, donc à la fin des années 80, début des années 90, c'est trois Mercedes qui avaient été offertes par le gouvernement allemand, donc au président, qui était celui qui avait succédé à Jacques, qui était remis à lui. Il n'y avait que des véhicules collectifs. Alors, vous avez vu un pays complètement différent. Et moi je me rappelle que quand on est arrivé à l'avion, il y avait des moutons partout, et il a fallu attendre un bus pour pouvoir rallier Tirana. Aujourd'hui, vous avez un carrefour d'autoroute autour de l'aéroport, et vous êtes dans quelques minutes, et il y a des affreux embouteillages entre Durrës et Tirana pour rentrer. On a eu un pays qui s'est quand même transformé donc, en 20 ans, grâce aux fonds européens, de manière assez impressionnante. Alors aujourd'hui, ils sont comme... c'est une sorte de régate, comme on disait dans les années 90, notamment pour les pays de Baltes, par exemple, qui va rentrer plus tôt. Et comme maintenant on est dans le traité de Lisbonne, il faudra qu'il y ait un accord consensuel. Tous les États devront accepter. C'est dur quand même un peu pour l'Albanie. Et je pense que Dritan Tola vous l'expliquera quand il reviendra. Il y a en plus tous les problèmes liés à la représentation de l'Albanie. Comme vous venez de le dire, maintenant ça m'étonne, c'est sympa d'aller en vacances, et en plus c'est en train de se développer, mais dans un imaginaire avec un État fermé, plus les problèmes qui a pu se passer dans les années 90, rappelez-vous. Pour moi, en tout cas en Europe, je vois plus trop de frontières. Moi je suis franco-belge, et j'habite vraiment entre les deux, et pour moi c'est devenu facile, quoi. Mes parents m'expliquent toujours que quand ils étaient avant 92, quand ils traversaient la frontière, ils devaient passer les douanes, des raisons commerciales, aussi des difficultés avant l'euro, tout ce qui est problème de capitaux et tout ça. Et, moi j'ai connu que le côté facile, quoi. Moi les frontières, c'est quand je prends l'avion peut-être parce qu'il faut sortir sa carte d'identité, ou quand on va à l'extérieur de l'Union européenne, quand on va aux États-Unis, quand on va au Maroc, quand on va en vacances par exemple. J'ai l'impression que
ce qui est bien au sein de l'Union européenne, c'est qu'il n'y a plus de frontières et que ça facilite quand même beaucoup la vie, surtout pour un binational comme moi, ou même pour les gens qui habitent à la frontière et même les gens qui la traversent de temps en temps. Je crois qu'on s'en rend pas toujours compte parce que ça fait longtemps, ça fait quand même 20 ans qu'on ne le connaît plus. C'est un gros avantage par rapport à d'autres lieux dans le monde que de ne pas avoir de frontières, justement. Je réponds à... D'accord. Alors, les frontières de l'Europe, pour moi, c'est assez clair. À l'ouest, c'est avec l'Atlantique. En fait, c'est toujours la même frontière qui pose problème, c'est à l'ouest. Et c'est vrai que la frontière du Mont Ural, en fait, je trouvais que c'était une frontière assez naturelle et assez qui peut se comprendre par tout le monde. Voilà, après j'avoue que c'est assez flou pour moi, donc je sais pas trop et je crois que c'est un grand débat. Merci. Vous pensez des frontières? Quelles sont pour vous les frontières? Qu'est-ce que c'est pour moi les frontières? Quand j'étais petit, je suis un petit peu comme l'ambassadeur d'Albanie. J'ai mis un pied en France, un pied en Espagne. C'était très important. Aujourd'hui, j'ai passé des frontières avec des douanes, des douaniers, des fouilles, des visas. C'était compliqué comme tout. Et puis maintenant, je vois, on ralentit même pas quand on passe la frontière en voiture. Donc je trouve que c'est une très bonne chose que les circulations se fassent facilement, sans frontières, et il faut un monde sans... Alors, un monde sans frontières, c'est très utopique. Les gens qui sont morts à Lampedusa, là, récemment, il y a une frontière. Ah oui, j'ai aussi vu, et ça m'a aussi impressionné, le mur de Berlin et la frontière de l'Allemagne de l'Ouest à l'Allemagne de l'Est, avec les miradors, c'était très compliqué. Aujourd'hui, on passe d'Allemagne de l'Ouest d'un Länder à un autre sans problème. C'est un progrès. Voilà. Merci bien. Quelles sont pour toi les frontières? Les significats de... La signification des frontières d'Europe, il faudrait dissocier déjà de la frontière extérieure et la frontière intérieure d'Europe. Il y a les frontières intérieures en Europe. En Europe, les frontières intérieures sont effacées, ce qui permet d'avoir une très grande flexibilité dans les déplacements entre les différents pays qui composent l'Europe. Ça, c'est un grand avantage quand on voyage, notamment. Moi, j'ai vécu entre l'Espagne et la France pendant un an. C'est un grand avantage de pouvoir circuler comme ça. Après, les frontières à l'extérieur d'Europe, c'est la question la plus compliquée dans la mesure où elles sont très difficiles à définir. Il n'y a pas vraiment de cadre légal qui a été posé. Et donc, ça pose la question de l'élargissement d'Europe qui a été très important depuis les origines. L'Europe est partie avec 6 pays, on a maintenant 8. Et donc, c'est très difficile aujourd'hui de dire jusqu'où peut aller l'Europe concrètement. Pour toi, du mot frontière. Le mot frontière, le mot frontière, c'est ce qui permet à la fois de définir un espace, donc c'est à la fois de se séparer, de délimiter et finalement de construire une propre identité. Mais la frontière ne doit pas être vue comme par exemple un mur impassible, mais plutôt comme une membrane. Donc là je reprends la définition de Régis Debray dans l'éloge des frontières. Donc une membrane avec une certaine porosité qui permet les échanges finalement. Donc toute frontière, finalement dans le monde actuel, ne doit pas être fermée. Il y en a forcément, comme le mur de la honte en Israël-Palestine et d'autres. Mais normalement toute frontière est faite comme un point finalement d'accès, d'échange, qui permettent à deux pays à la fois de se définir culturellement, mais aussi de pouvoir échanger entre eux. Oui.